Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre? Ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. La province du Henan est située au centre de la Chine. Le fleuve Jaune et de nombreux autres cours d'eau ont créé une vaste plaine fertile dans l'est de la province. Sur ses flancs sud et nord se dressent deux grandes montagnes, les monts Dabie et les monts Taihang, qui, avec les monts Tinling, représentent près de la moitié de la superficie du Henan. Visitons l'un des berceaux de la civilisation chinoise. Commençons notre voyage par une ancienne montagne pour explorer l'essence des arts martiaux chinois. Survolons ensuite le premier carrefour de la Chine, avant d'embrasser l'éclat de la florissante dynastie des Tang à son apogée. Enfin, rendons-nous dans une retraite isolée, loin des bruits et des soucis. Le Henan est le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de la plaine centrale. Les Chinois l'ont longtemps considéré comme le centre du monde. Mais où se trouve le centre de la plaine centrale? Après de longues recherches, les anciens Chinois ont découvert que le mont Songshan était en fait le centre de la plaine centrale. En fait, ce mont n'est rien d'autre qu'une légende datant d'il y a 3 milliards d'années, lorsque le monde entier était immergé dans l'océan. Le mont Songshan, grâce aux activités géologiques turbulentes qui ont façonné notre planète, s'est tordu et plié pour garder toutes les traces de l'histoire. Logiquement, dès que cet établissement a vu le jour, des pèlerins sont arrivés, dont les maîtres d'arts martiaux qui vivent dans ce temple. Depuis des millénaires, ce temple est connu comme le berceau du kung-fu de Shaolin. C'est une bonne raison pour ne sous-estimer personne ici. Leur force et leur agilité sont remarquables. Il
il est possible d'échapper à l'entraînement de kung-fu au temple, mais pas aux réprimandes pour avoir fait des bêtises sur le toit. Les pratiquants d'arts martiaux ont choisi de vivre au mont Songshan. La vaste plaine qui se trouve en dessous est l'endroit idéal pour les gens ordinaires. Il a fallu plus de 60 ans aux archéologues pour restaurer les ruines d'une civilisation vieille de plus de 3000 ans. Les palais, les maisons folkloriques, les ateliers d'artisanat de bronze, entre autres, témoignent de grandes réalisations en matière de zonage fonctionnel. Il y a même des traces distinctes laissées par les roues à ces carrefours. Cela révèle les débuts de la civilisation chinoise et aussi la longue et profonde histoire de son évolution. La plaine centrale a toujours été un lieu d'importance stratégique. Dans l'Antiquité, de nombreuses dynasties ont choisi de gouverner à partir d'ici. De fait, Luoyang a été la capitale de pas moins de 13 dynasties. La rivière Irhe traverse le mont Longmen de part et d'autre. Pendant 14 siècles, les cours impériales des différentes dynasties y ont construit des statues bouddhistes. Tout au long de l'histoire, on a construit et préservé en même temps. Cette rénovation, qui durera environ 200 jours, a pour but de garder l'histoire vivante dans les grottes qui s'étendent sur 1 kilomètre. Plus de 100 000 statues de différentes tailles font de la montagne un spectacle majestueux. Ces œuvres ont été créées par des artisans à différentes époques, avec leur élégance et leur prestance. Elles donnent de la grâce à cette ville ancienne et contribuent à une époque légendaire et florissante. On a essayé de recréer la ville de Luoyang telle qu'elle était à l'époque des dynasties des Sui et des Tang. Finalement, un complexe de bâtiments à l'allure antique a vu le jour au milieu d'une mer de lumière. Il rappelle aux gens la source et le glamour archaïque de Luoyang. La ville a connu 5 siècles glorieux, des Sui et Tang au Song du Nord, en passant par la période des 5 dynasties. En se promenant en tenue traditionnelle chinoise, le Hanfu, à travers la foule animée devant la porte Yingtian, il est difficile de savoir en quelle année nous sommes. Alors que des feux d'artifice illuminent le ciel nocturne, une fleur qui a traversé les âges s'épanouit.
Chine, la pivoine est considérée comme la plus élégante de toutes les fleurs. Elle est réputée pour sa beauté nationale et son parfum céleste. On la trouve dans tous les foyers. En avril, la pivoine est omniprésente à Luoyang. Même les feux de signalisation sont conçus pour ressembler à la fleur. Une fleur aussi prestigieuse mérite d'être chérie et gardée par ses passionnés. Les gens sont prêts à faire la queue pour en apprécier la beauté. En Chine, l'engouement pour les pivoines ne se démentira jamais. Les traces de l'époque glorieuse de la dynastie des Tang sont omniprésentes à Luoyang. Les poètes des Tang, en plus de faire l'éloge de la gracieuse pivoine, ont écrit des œuvres très imagées sur les nuages. Ce sont de grands nuages qui ont convaincu l'empereur Tang Taizong, adepte du taoïsme, que son fondateur Li Er, aussi connu sous le nom de Taishang Laojun, s'était retiré sur ces montagnes. L'empereur l'a ainsi nommé d'après lui. Depuis, le mont Laojun est devenu un lieu de retraite idéal pour les adeptes du taoïsme. Compte tenu de son altitude de plus de 2200 mètres, il faut un certain effort pour atteindre le sommet. Pourtant, les touristes affluent tout au long de l'année et se bousculent sur cet étroit sentier de montagne, même pendant la saison la plus froide. Ceux qui atteignent le sommet peuvent admirer la beauté céleste et jouir d'une vue panoramique. Maintenant, profitons des vues pittoresques au sud du mont Tairang, puis, en compagnie de quelques adorables créatures, observons le changement de saison avant de nous envoler dans le ciel avec de courageux aventuriers. Enfin, ressentons la ténacité du peuple de Tairang et rendons hommage à un monument indélébile. Les plaines sans fin constituent le paysage le plus impressionnant que le Henan ait à offrir. Cependant, près de sa frontière nord-ouest, les plaines s'arrêtent lorsque le terrain s'élève brusquement à 1200 mètres. Voici le mont Tairang, la frontière entre les grandes plaines et le plateau. L'air humide du sud-est est presque impossible à traverser. Les nuages brumeux qui s'attardent autour des imposantes falaises font du sud du Tairang un spectacle à voir absolument. Les nuages eux-mêmes ne sont pas inhabituels, sauf lorsqu'ils se heurtent à des précipices. Ce précipice est l'une des caractéristiques les plus distinctes du Tairang. Il est le produit de mouvements de la croûte terrestre et d'altérations sur des millions d'années. Les nuages, bloqués par les précipices et les plateformes, continuaient à s'élever
avant d'être transformées en précipitations par l'air froid, puis ces précipitations, emportées le long de la surface des précipices, ont peu à peu traversé les rochers et formé des canyons longs et profonds. Depuis lors, le mont Yuntai s'est enraciné au sud du Tairang, accompagné de rivières et de nuages brumeux. Situé dans le nord de la Chine, le mont Tairang est habitué au long hiver. En mars, l'air chaud arrive du sud. Les macaques réagissent rapidement. Après avoir souffert de la faim pendant tout l'hiver, ils peuvent enfin descendre pour chercher de la nourriture. Avec le soleil et la brise douce, les macaques sont convaincus que le printemps est là. Mais ils ont oublié qu'avec le temps capricieux du mont Tairang en mars, la température peut chuter à tout moment. Cette chute de neige inattendue les surprend. Le froid persistant du printemps oblige les macaques à remonter dans le mont et à s'abriter dans des grottes. Celui-ci est une exception. Il semble avoir trouvé quelque chose dans la neige. Il reste assis en profitant de la vue. Si l'hiver est passé, le printemps est-il encore loin? L'énorme différence d'altitude entre le mont Tairang imposant et la vaste plaine en dessous crée un angle parfait au mont Linlu pour faciliter l'écoulement de l'air vers le haut. En dessous, la force ascendante est si forte que l'écoulement de l'air peut atteindre une altitude de 4900 mètres. Pour les parapentistes, il s'agit d'une occasion à ne pas manquer. En juin, des parapentistes du monde entier se rassemblent ici. Ils débutent un voyage merveilleux entre ciel et terre. Si certains ont la chance de profiter des magnifiques paysages du mont Tairang, pour d'autres, il s'agit de surmonter les défis qu'ils posent. Depuis l'Antiquité, les habitants locaux sont confrontés à la sécheresse et au manque d'eau. Mais ils n'ont jamais perdu espoir et n'ont jamais renoncé à améliorer leur situation. Une solution a consisté à essayer d'obtenir de l'eau en quantité suffisante de l'extérieur en creusant un long canal. À partir du milieu du XXe siècle, après 10 ans de nivellement des montagnes et de creusement de tunnels, les habitants ont construit à eux seuls le canal du Drapeau Rouge, long de 1500 km, garantissant l'approvisionnement en eau de près de 100 000 personnes.
Ce canal sinueux témoigne silencieusement de la ténacité de la population locale qui se transmet de génération en génération. À peu près à la même époque, les habitants des plaines inférieures du fleuve Jaune ont accompli un autre miracle. Le dernier coude du fleuve, ici, dans le district de Lanzhou, avait menacé la survie de la population locale. En 1962, lorsque Jiao Yulu, le diligent secrétaire du parti du district, est arrivé ici pour la première fois, l'engorgement, le vent, les désastres causés par le sable et la salinisation du sol constituaient de sérieuses menaces pour la survie du peuple de Lanzhou. Jiao Yulu a goûté le sol pour déterminer le niveau de salinisation et a mené la population dans la lutte contre les catastrophes naturelles sur l'ensemble du territoire. Cependant, alors que ses efforts commençaient à porter leurs fruits, il est tombé malade à cause du surmenage. Sa dernière volonté fut de voir les habitants de Lanzhou vaincre la désertification. Aujourd'hui, le district est recouvert d'une verdure exubérante et les paulownias plantés par Jiao Yulu lui-même sont devenus luxuriants. Cet arbre pousse même dans les sols les plus stériles. En mémoire de Jiao Yulu, on lui a donné un autre nom, Paulownia de Jiao. Suivons maintenant le cours du fleuve Jaune et traversons les vastes plaines pour assister à une prouesse d'ingénierie destinée à purifier le fleuve. Ensuite, dirigeons-nous vers Kaifeng pour un voyage dans le temps qui nous permettra d'apercevoir les traces de la spectaculaire dynastie des Song du Nord. Enfin, atteignons les étoiles dans un observatoire pour y décoder une sagesse ancestrale. Ce n'est pas pour rien que le fleuve Jaune est le fleuve nourricier. Ici, sur la grande plaine de la Chine du Nord, on peut facilement voir comment le grand fleuve nourrit la terre, apportant non seulement de l'eau, mais aussi des champs agricoles fertiles. Cette section du fleuve, qui vient de quitter le plateau le plus bas, emporte avec elle du limon qui se répand ensuite sur la plaine. Avec le temps, le limon est devenu une terre arable, fertile et facile à irriguer. Grâce au fleuve, il y a environ 7500 à 9000 ans, nos ancêtres vivaient et prospéraient déjà ici. Mais le limon peut devenir un problème s'il continue de s'accumuler. Le niveau de l'eau augmente, ce qui entraîne des catastrophes le long du cours du fleuve Jaune pendant la saison des crues. C'est pourquoi, depuis des millénaires, les hommes prennent des précautions pour empêcher le fleuve de déborder. À cette fin, ils ont consolidé les villes et les barrages en construisant des rangées de digues en forme de T pour protéger les berges. Avec l'achèvement du barrage de Xiaolangdi en 2001, un projet clé a été mis en place pour la gestion et le développement du fleuve Jaune. Chaque année, avant la saison des crues, le Xiaolangdi accueille un grand nombre de touristes. Ils ont fait tout ce chemin pour voir les formidables vagues et les milliers de tonnes d'eau qui se déversent par seconde. Les visiteurs, même s'ils sont venus avec le meilleur et le plus récent équipement pour les jours de pluie, ne peuvent pas repousser les eaux.
Ils sont loin de se douter que derrière cette splendeur se cache un système sophistiqué de contrôle de l'eau et du sable. En mesurant et en calculant le débit de l'eau, grâce à l'exploitation conjointe de plusieurs installations hydroélectriques en amont et en aval, l'eau et le sable du fleuve Jaune en mouvement sont contrôlés avec précision. En se déversant, ils transportent du sable dans la mer tout au long de son parcours. La Chine centrale est une vaste étendue de terre plate. Le cours du fleuve Jaune dans la province du Henan est presque rectiligne. Pourtant, cette province représente à elle seule plus de 700 km de la longueur totale du fleuve. Depuis l'Antiquité, les populations dont les moyens de subsistance dépendent de l'eau ont construit des villes près du fleuve Jaune. Kaifeng, située à proximité de celui-ci, était autrefois la capitale de la dynastie des Song du Nord. Bao Gong, un fonctionnaire impérial, célèbre pour être juste, travaillait à Kaifeng. L'acteur qu'il incarne ouvre la porte de la ville tous les jours à 9 h et accueille les visiteurs du monde entier. Le spectacle quotidien et répétitif attire toujours des touristes curieux jour et nuit. À Kaifeng, chaque visiteur a l'occasion de voyager dans le temps. Les scènes de la vie urbaine sous la dynastie Song du Nord sont méticuleusement dépeintes dans une célèbre peinture, Scène de vie le long de la rivière Bianhe, le jour Qingming, de Zhang Zeduan. À l'époque, la ville était tout aussi bondée et animée qu'aujourd'hui. À la tombée de la nuit, les rues proches de la tour du tambour sont immédiatement inondées de monde. La célèbre peinture compte environ 1000 personnages, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui à Kaifeng. La culture alimentaire devient de plus en plus populaire. Les personnes habituées aux commodités modernes peuvent profiter d'une vie prospère dans cette ville ancienne. Le Henan compte d'innombrables villes anciennes, mais aucune d'entre elles n'ose afficher son âge réel. On pensait autrefois que Shangqiu était une ville construite sous les dynasties des Ming et des Qing. Mais ce point de vue a changé dans les années 1990, lorsque des archéologues ont découvert sur une photo aérienne le plus grand secret de l'histoire de la ville. Des ruines datant des dynasties des Song, Sui, Tang, Han et Zhou de l'Ouest ont été excavées l'une après l'autre dans les environs, ajoutant plus de 2000 ans à l'âge de la ville. Les
fouilles archéologiques de Shangqiu se poursuivent encore aujourd'hui et de nouveaux indices découverts pourraient révéler que la ville est encore plus ancienne. À 3 km au sud-ouest de l'ancienne ville se trouve un observatoire. Il a été détruit et reconstruit plusieurs fois au cours de l'histoire. Il s'appelait autrefois Shangqiu, ce qui indique son lien avec l'origine de la ville. Il y a plus de 4000 ans, les habitants ont construit cet observatoire en mémoire de Yan Bo, père fondateur de la tribu des Shang. C'est pourquoi les archéologues pensent qu'ils trouveront d'autres sites historiques datant de la dynastie des Shang, voire même d'époques plus anciennes, ici, à Shangqiu. Des reliques, même incomplètes, peuvent aider les archéologues à comprendre les origines de la civilisation. Des inscriptions gravées sur des carapaces de tortues découvertes dans les ruines de Yin ont été laissées par nos ancêtres de la dynastie des Shang. Les fondations des murs en pisé ont également prouvé l'existence de la capitale des Shang. Les traces de civilisation laissées par ces dynasties sont visibles partout. Les reliques conservées dans le musée sont un microcosme de la Chine ancienne. Certaines reliques, comme cette pagode, sont trop grandes pour être conservées dans le musée. La longue histoire du fleuve jaune et de la plaine centrale a fait de cette terre un héritage culturel. Observons désormais la rencontre entre deux grands fleuves chinois, le Changjiang et le fleuve jaune, puis un carrefour au centre d'une ville qui permet de constater à quel point le monde est devenu étroitement connecté. Le Henan, situé au centre de la Chine, est en fait un carrefour de circulation avec des allées et venues dans toutes les directions. Le plus grand projet de détournement d'eau au monde, qui part du Henan vers le nord, en fait partie. Il commence à la tête du canal de Taocha, où deux montagnes se dressent sur des fondations rocheuses solides, idéales pour la construction de vannes et de barrages. C'est pourquoi le canal du projet de dérivation de l'eau passe par là. Une fois que l'eau quitte le réservoir de Danjiangkou, elle emprunte le canal pour traverser le bassin de Nanyang d'une superficie de 36 000 km². L'eau du sud, sans avoir à franchir de montagne, s'écoule sur une distance de plus de 1400 km, poussée par une simple différence de hauteur de moins de 100 mètres. Des canaux ont été construits à travers les montagnes et des ponts ont été posés sur les rivières, modifiant ainsi le cours de l'eau. Au lieu de se diriger vers le Changjiang, l'eau coule maintenant vers le nord à travers la Chine centrale, devenant un fleuve indépendant qui coule du sud vers le nord. Cette route vers le nord est vouée à croiser le fleuve jaune. Le croisement se fait de manière particulière. Un tunnel sous-marin de 40 mètres de profondeur a été construit à travers le fleuve jaune, permettant à l'eau du sud de passer sous le fleuve. L'eau claire s'écoule vers le nord, traçant une ligne de plus de 500 km.
Guangzhou est également traversée par des autoroutes et des voies ferrées. Il y a plus de 100 ans, 2 des principaux chemins de fer chinois se sont croisés ici, faisant de la ville un des premiers carrefours du réseau ferroviaire chinois. La ville est non seulement capable de gérer un volume massif de trafic routier et ferroviaire, mais elle est également en mesure de répondre aux exigences variées des différents types de libre-échange. Un train de marchandises peut être chargé de cargaisons vers différentes destinations. Les wagons doivent être déconnectés les uns des autres ici, puis regroupés en fonction de leur destination. Ce qui est réorganisé ici, c'est la répartition de l'offre et de la demande de plus de 6000 partenaires commerciaux en Chine et à l'étranger. En 2022, on comptait 17 lignes de fret Chine-Europe sans escale au départ du Henan, à destination de 130 villes dans plus de 30 pays. Un véritable corridor logistique international a été établi entre le Henan et l'Eurasie. Maintenant, entamons un voyage à Xinyang en perpétuant une tradition révolutionnaire, puis, sous une pluie brumeuse, dégustons du thé dans un agréable jardin avant de rencontrer de nouveaux amis venus de loin. Les monts Dapie sont connus en Chine pour être une glorieuse base révolutionnaire. Ce lieu a été témoin d'une série de révolutions, de la première guerre civile révolutionnaire dans les années 1920 à la guerre de libération dans les années 1940. Il y a plus de 70 ans, les troupes dirigées par Liu Bochang et Deng Xiaoping ont brisé la ligne de défense ennemie en une vingtaine de jours. Après s'être installée ici, la guerre de libération populaire est entrée dans une nouvelle phase, passant de la défense stratégique à l'offensive stratégique. Dans le passé, plus de 2 millions de personnes ont rejoint l'armée et se sont battues dans ces montagnes. Près d'1 million d'entre eux sont morts en héros. De la naissance du Parti communiste chinois en 1921 à la fondation de la République populaire de Chine en 1949, les gens d'ici ont poursuivi la révolution pendant 28 ans, tout en faisant preuve de l'esprit noble révolutionnaire. Voici l'endroit le plus septentrional de la planète où l'on peut trouver des théiers sauvages qui poussent sans l'intervention ni l'aide de l'homme. On les trouve au sommet des montagnes, des collines et même sur des îles artificielles. Une forêt dense et l'eau claire du lac font ressembler ces îles à des pattes de chat poilues ou à des ailes de poulet savoureuses aux yeux de certains. Ce ne sont là que quelques-unes des images vivantes que les gens se font de ces lieux. Les terres aquatiques du sud du Henan sont apaisantes et poétiques, avec de larges vallées et collines fluviales, des fermes et des rizières uniformément réparties, où les gens mènent une vie aisée. Elles abritent également une espèce d'oiseau encore plus rare que le panda géant. Il y
y a plusieurs décennies, les ibis huppés restaient toute leur vie au mont Tinling. Si les hommes les ont amenés dans les monts Dabié, c'est pour les faire s'adapter à d'autres environnements et ainsi les sauver de l'extinction. Depuis plus de 10 ans, 120 ibis huppés sont revenus dans les forêts grâce à l'aide de l'homme. Jusqu'à présent, plus de 200 oisillons y sont nés. C'est la première génération d'ibis huppés sauvages dans ces forêts. Ils n'ont pas encore de plumes écarlates emblématiques, mais ressemblent déjà suffisamment à leurs parents. Les petits sont de gros mangeurs. Leurs parents doivent donc se relayer pour les nourrir. Maintenant qu'ils sont grands, c'est à eux de survivre par leurs propres moyens. Mais il n'est pas facile de quitter le nid. Celui-ci ne peut s'empêcher d'avoir besoin de l'amour de ses parents. Il ne cesse donc de hocher la tête pour demander à être nourri. Découvrons un monde éclatant de couleurs rouges, puis commençons une course à la récolte d'été à mesure que la saison tourne à travers le pays, et enfin apercevons la vie quotidienne des gens qui vivent dans leur terre natale. La Chine est une puissance agricole et le Henan est l'un des plus grands producteurs du pays. Aujourd'hui encore, la province se classe parmi les premières en termes de population rurale ou de superficie totale de terres cultivées. Mais, à notre époque, la bonne gestion des terres est autant due aux technologies modernes qu'à une bonne exploitation agricole. Dix ans après la fondation de la République populaire de Chine, le groupe YTO a été créé et a commencé ses activités. En 3 ans, le Dongfang Hong, le premier tracteur développé et fabriqué de manière indépendante par la Chine, est sorti de la chaîne de production. Depuis lors, ces tracteurs ont été continuellement mis à niveau et améliorés et ont su répondre aux besoins des agriculteurs. Maintenant que l'ère de la technologie intelligente est arrivée, le groupe a déjà mis au point un tracteur autonome qui aidera encore plus les agriculteurs. En été, les agriculteurs du Henan travaillent jour et nuit. C'est une course contre la montre pour s'assurer que leur récolte soit bien stockée avant l'arrivée des pluies. Voici la récolte annuelle de blé. Une moissonneuse-batteuse peut accomplir le travail de 100 personnes. Lorsque 4 millions d'entre elles travaillent en même temps, cela équivaut à 400 millions de personnes qui moissonnent de leurs mains. En moins de 20 jours et nuits, toutes les céréales cultivées dans les champs de 85 millions de mous, près de 5,67 millions d'hectares du Henan, sont récoltées, séchées et stockées en toute sécurité. Mais la fin de la récolte n'apporte aucun répit aux machines. À peine les récoltes sont-elles rentrées que les cultivateurs et semoirs entrent en scène. Ils retournent la terre et plantent de nouvelles graines. C'est grâce à cette activité mécanique incessante que les champs du Henan nourrissent les habitants de tout le pays. Quand ils ne sont pas agriculteurs, beaucoup d'habitants du Henan choisissent de travailler en dehors de leur province.
Pourtant, ils restent profondément attachés à leur foyer, quelle que soit la distance que la vie leur fait parcourir. Il y a des années, des villageois de Tueshan sont retournés dans leur district d'origine, apportant avec eux un horizon élargi et des techniques de fabrication de violons. À l'heure actuelle, 80% des violons moyens et haut de gamme fabriqués en Chine proviennent d'ici. Les villageois se créent une vie meilleure en fabriquant des violons qui, à leur tour, célèbrent leur réussite sous la forme de mélodies envoûtantes. La longue civilisation du fleuve jaune est basée sur l'agriculture et la vie sédentaire. Des générations de populations ont vécu ici en suivant le modèle de vie existant depuis les temps anciens. Au Renan, le temps et l'espace se confondent facilement. Ainsi, les gens essayent de rassembler les souvenirs partagés par tous les habitants du Renan. En construisant une zone spéciale dans la banlieue, ils ont l'occasion d'essayer de recoller les morceaux de l'histoire. Presque tous les visiteurs ont vu ces champs agricoles apparemment sans fin. C'est sur ce sol que poussent le blé et le sorgho, délivrant un parfum qui imprègne cette terre depuis des millénaires. Les remparts en pisé sont aussi hauts et solides qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. C'est un lieu à la fois ancien et moderne. Le simple fait de franchir l'entrée est le début d'un voyage dans le temps. Dans ce vaste complexe théâtral comprenant 21 scènes et 56 zones, près de 12 heures de spectacle présentent des moments dramatiques de l'histoire du Renan. C'est une illusion, mais aussi une réalité. C'est ainsi que la plaine centrale, avec sa grâce, son énergie et sa passion pour la vie, est présentée au monde par les habitants du Renan.